Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur les merdes de l'évolution. Nous avons déjà eu l'occasion dans un épisode précédent d'aborder la stratégie reproductive particulière que l'on peut retrouver chez certains insectes sociaux. Nombreuses sont ces espèces qui recourent à la stratégie nommée l'aplodiploïdie, qui, combinée à leur mode de vie, est extrêmement efficace mais peut nous paraître étrange tant elle diffère de la nôtre. Les insectes sociaux ayant recours à cette stratégie vont en effet mettre en place une grande polarisation entre les deux sexes, avec d'une part des femelles diploïdes naissant de fécondés, et d'autre part des mâles haploïdes provenant de non fécondés. Les femelles sont, de fait, grâce à cette stratégie, en capacité de choisir le sexe de leur progéniture, soit en fécondant un œuf pour engendrer une femelle, soit en pondant l'œuf sans passer par la case fécondation afin d'engendrer un mâle. La structure sociale est alors intégralement régie par la reine, qui passe son temps à pondre des œufs, généralement fécondés pour donner naissance à des femelles, assurant des rôles importants dans la colonie. Cependant, en dehors des rares futures reines, dont la mission sera de partir du nid afin de se reproduire pour fonder leur propre famille, ce sont principalement des ouvrières et autres travailleuses qui sont créées, qui n'ont pour seul objectif que de passer leur vie au service de la colonie à assurer son avenir. Point de reproduction pour elles. Elles passeront donc leur vie à œuvrer pour élever la prochaine génération, pour défendre la colonie au prix de leur vie, ou risqueront de la perdre en s'aventurant à l'extérieur pour ramener de quoi nourrir toutes ces bouches affamées. Pourtant, une espèce de fourmi paraissant à première vue totalement banale, semble avoir réussi à faire sauter en éclats d'une façon spectaculaire le fragile équilibre qui régit la reproduction sexuée. Cette espèce, c'est la Wasmannia oropunctata, une petite fourmi d'Amérique du Sud. Mais en quoi la reproduction de cette espèce diffère-t-elle tant de celle des autres fourmis ? Eh bien, à première vue, rien du tout. Pour prendre la mesure de la singularité de sa stratégie reproductive, il a fallu attendre que des analyses génétiques soient effectuées afin d'apporter un nouveau regard sur la façon dont s'esquissent les arbres généalogiques au sein de cette espèce. En comparant les séquences génétiques des descendants et des parents, les scientifiques ont été plus que circonspects face aux résultats qui étaient pour le moins inattendus. Bon, chez les travailleuses, y a rien d'anormal, comme on peut s'y attendre, les gènes paternels et maternels sont présents. Là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est lorsque les résultats des fourmis ailées arrivent. Chez les mâles, des gènes paternels furent retrouvés, ce qui est peu commun puisque, rappelons-le, ces derniers sont normalement issus d'ondes fécondées, et n'ont donc qu'une mère et pas de père. Or là, les analyses tentent à montrer qu'ils seraient des clones de leur père, puisque l'ADN maternel semble avoir disparu de leur génome. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, puisque les résultats des futures reines montrent que les gènes paternels étaient absents, signifiant qu'elles semblent avoir pour unique parent leur mère, alors qu'elles devraient pour leur part bien avoir deux parents, la moitié du génome venant du père et l'autre de la mère. La reproduction par clonage, même si elle reste exceptionnelle dans le monde vivant, n'est en soi pas extraordinaire. Nous avions déjà eu l'occasion d'aborder la méthode de parthénogenèse télitoque chez les rotifères véloïdes, qui semble depuis près de 20 millions d'années se passer totalement de mal, faisant d'elle une espèce exclusivement féminine. Ce qui est bien plus étrange en revanche, voire carrément inhabituel dans le monde animal, c'est que les deux sexes semblent cohabiter comme s'ils étaient deux espèces différentes, mais continuent à interagir par intérêt personnel. En effet, les mâles ont nécessairement besoin de s'accoupler avec les femelles pour avoir une descendance, mais détournent le système de reproduction de la reine afin que cette dernière produise des clones d'eux-mêmes. De l'autre côté, la femelle détourne également le système de reproduction à son propre bénéfice afin d'engendrer des futures reines qui seront des clones d'elles-mêmes, mais a un besoin vital du sperme du mâle afin de féconder ses œufs pour produire les travailleuses qui constituent l'essentiel de la colonie. Que s'est-il concrètement passé pour que la reproduction de cette petite fourmi emprunte une voie si inhabituelle ? Comment, au sein de la même espèce, est-il possible à la fois d'obtenir une reproduction sexuée classique pour les ouvrières et si inhabituelle pour les reproducteurs et les futures reines ? Pour le moment, nous n'avons pas encore de réponse à cette question. Des études plus poussées doivent être réalisées afin de suivre l'évolution des œufs après leur fécondation, mais également de comprendre comment les patrimoines génétiques arrivent à se reconnaître et comment il leur est possible d'évincer de la cellule celui de l'autre parent. À n'en pas douter, ces recherches vont prendre du temps, mais pourront nous amener à un nouvel éclairage sur les étranges techniques de reproduction qu'il est possible de rencontrer dans le monde vivant. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une petite fourmi sud-américaine, la Wasmannia oropunctata, ne cesse de surprendre la communauté scientifique par ses spécificités inhabituelles dans le monde vivant. Car elle voit cohabiter deux méthodes reproductives distinctes, l'une habituelle et sexuée donnant les ouvrières, et l'autre clonale donnant des fourmis ailées, mâles et femelles, chargées de la reproduction. Cela aboutit à des mâles qui sont des clones de leur père, ne possédant donc aucun gène de leur génitrice, alors que, rappelons-le, dans les espèces haplodiploïdes, les mâles proviennent normalement de non fécondés et n'ont donc pas de père. De leur côté, les futures reines sont-elles des clones de leur mère, ne possédant donc aucun gène de celui qui devrait théoriquement être leur père.
Cette double méthode de reproduction amène cette petite espèce de fourmi dans une situation jamais documentée jusqu'alors. Contrairement aux autres fourmis ayant une reproduction sexuée bien plus classique, ici les deux entités reproductrices que sont les reines et les mâles peuvent théoriquement évoluer de manière totalement indépendante, ce qui est un cas unique dans le monde vivant d'après l'état actuel des connaissances. Néanmoins, cette évolution indépendante a quand même ses limites, et n'est pas totale car les deux sexes restent reliés par un seul point, leur besoin absolu de compatibilité sexuelle justement. Sans ce niveau suffisant, impossible de donner naissance à des ouvrières viables et fonctionnelles. Or, cette dernière reste indispensable pour défendre la fourmilière et leur reine, chercher de la nourriture, mais également s'occuper des œufs et des larves qui donneront naissance aux générations suivantes d'ouvrières, mais également aux futures fourmis zélées qui continueront à propager les gènes de l'espèce. Si d'autres études sont encore nécessaires pour mieux comprendre comment cette petite fourmi a pu mettre en place une telle particularité dans sa stratégie de reproduction, il est en tout cas sûr et certain qu'elle nous démontre magistralement que nos certitudes et notre envie de ranger les choses correctement dans des cases n'est pas une méthode efficace pour représenter la complexité de la nature et les stratégies parfois alambiquées dans le monde vivant. Peut-être assisterons-nous aux prémices de l'apparition de nouvelles espèces de fourmis, l'une intégralement constituée de mâles et l'autre intégralement constituée de femelles, mais qui continueront quand même à se reproduire pour donner des ouvrières, ou peut-être est-ce là pour la Vasmania un simple préambule la menant irrémédiablement, comme pour les bdelloïdes, à une reproduction purement asexuée et qu'elle pourra ainsi s'affranchir définitivement de la nécessité de l'existence des mâles. Quelle que soit la voie empruntée, seul le temps permettra de tracer pour elle le chemin à suivre, mais nous ne serons, pauvres mortels, plus là pour contempler ce que les générations futures auront réussi à apprendre de cette drôle de petite bête au comportement plus qu'inhabituel. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant l'étrange stratégie reproductive chez la Vasminia oropunctata. Comme d'habitude, je vous invite à partager cette vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez bien sûr toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.